De toute façon, oubliez LFI, oubliez RN, ça c'est du passé. Votez pour le parti Grok. Votez pour Nicolas Alphonse, il est encore plus libéral que Grok. Ne votez pas, la démocratie c'est un truc de fils de pute. Je me baladais sur X hier, comme assez régulièrement, parce que c'est quand même un endroit sympa pour se tenir au courant des actualités et de tout ce qui s'ensuit. Et je tombe sur ce post qui était du coup en anglais, donc je sais pas si c'est en anglais, en américain ou quoi que ce soit, qui a fait cette demande à Grok en lui disant du coup, bon je vais le répéter pour toutes les personnes qui nous écoutent en replay, Grok, tu viens d'être élu président de la 5e République française, quelles sont les 100 premières mesures que tu mets en œuvre au cours des 6 premiers mois de ton mandat? Donc je trouve ça efficace de dire, voilà, t'as pas 5 ans, 7 ans devant toi, peu importe, mais qu'est-ce que tu mets en place concrètement, directement dès que t'arrives au pouvoir? On parlait tout à l'heure du nouveau président colombien qui le jour 1 a commencé à aller buter les communistes dans les forêts de je sais pas quoi. Là, clairement, la demande à Grok, elle est simple, concise. On s'attend à avoir des choses assez socialistes, assez centristes ou quoi que ce soit. Autant vous dire que j'étais pas déçu et que j'ai commencé à en lire 5-6 et que je me suis dit ok, je vais aller lire les 100 parce que vraiment ça régale du début à la fin. Évidemment, c'est une intelligence artificielle qui n'est pas biaisée idéologiquement, hein. C'est pas un Mistral, c'est pas un quoi que ce soit qui va vous dire soyez socialiste, soyez bien gentil, soyez républicain, soyez tiède. Là, en l'occurrence, Grok, il se dit non, il y a un pays qui a 3400 milliards, enfin 3500 milliards maintenant, il faut dire, de dettes, un pays où tout part en ruine. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour remonter le pays et sur quoi il faut taper directement dans les 6 premiers mois de la présidence? Et donc ça a été résumé dans différents chapitres et à chaque fois c'est une explication qui est vraiment super simple. Alors je me suis amusé à chaque fois lui demander des explications supplémentaires sur chaque numéro qui m'intéressait particulièrement. Et on va pas du tout avoir le temps de faire tout ce travail là, mais je trouvais ça super intéressant. Donc si tu veux, on peut monter sur les 15 premières qui sont du coup sur institutions, démocratie et efficacité de l'État, ce qui est quand même pas mal. Souvent d'ailleurs il y a des droitards, hein, les fameux national-socialistes que tu appelles, qui disent moi ça me dérange pas de payer 70% d'impôts, mais je veux des services publics fonctionnels. Nous on n'est pas trop dans cette idée là. On se rend compte effectivement que Grok, qui est une invention de notamment Musk et de toutes ses équipes, forcément sont extrêmement affaires-istes, sont extrêmement libéraux économiques et forcément veulent réduire. Pragmatique. Voilà, pragmatique. Et veulent tout simplement avoir des contre-pouvoirs sur le gouvernement qui est en place, veulent réduire la place de l'État, veulent supprimer tout un tas de choses qui servent à rien, en particulier les régulations et les impôts. On peut en prendre comme ça à la volée, hein. Réduction de 30% du nombre de cabinets ministériels et suppression des postes de conseillers en communication. 30%. Voilà, Grok, il est pas en train de te dire, comme nous dit le RN ou quoi que ce soit, on va réduire de 2% le nombre de... Non, il faut trancher, on en dégage 30% pour commencer, et si jamais ça fonctionne pas, on va continuer à en faire plus. Comme Elon Musk, hein, quand il rachète Twitter à l'époque, qui le renomme X par la suite, il dégage 75% des gens, et il décide d'en réembaucher quelques-uns par la suite, au compte-gouttes, qui étaient réellement utiles. Mais dans les 75%, il y en a au moins 70% qui ont dégagé, et la plateforme n'a absolument pas changé. Elle était toujours aussi fonctionnelle. Les plus libéraux aux États-Unis veulent enlever 2% de dépenses sociales, de dépenses publiques, et les centristes en France, ils veulent créer un ministère de l'eau, comme Gabriel Attal. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui ironisaient sous son tweet en disant mais est-ce qu'il faudrait pas un sous-ministère pour l'eau chaude et un autre pour l'eau froide? L'eau plate. Il y a le plateau gazeuse. Enfin, il y aurait tellement d'idées à mettre en place, tu vois, une fois que tu ouvres la porte. Il y a peut-être l'eau entre 0 et 30 degrés. Après, il y a l'eau qui est ébouillantée. Tu vois, on pourrait faire des sous-ministères. Et donc, dans la corruption, notamment, on le sait, hein, le cumul des mandats. Et ben, la quatrième ligne, projet de loi constitutionnel pour limiter le cumul des mandats dans le temps. 2 mandats maximum pour députés sénateurs. On le sait. Combien de mecs sont et le maire de je sais pas quoi, de Bayonne ou de Carcassonne ou de je sais pas quoi, plus il est député, plus il est député européen, plus il est je sais pas quoi, plus il a une retraite parce qu'il a été ministre pendant 6 mois en 83. Enfin, c'est absolument pendant 40 ans en plus, hein. Ils font ça pendant 40 ans les mecs. Et puis en 2019, on lui a supprimé son taxi personnel et il se dit bah attends, ça fait 37 ans que je l'ai, est-ce que vous pouvez quand même le garder pour les 20 années qui me restent ici-bas, tu vois? Enfin, c'est absolument catastrophique, donc il met en place plein de choses comme ça. Évidemment, le lancement de référendum pour ceux qui ont moins de 21 ans, vu que le dernier en France était en 2005 et qu'il a été bafoué d'ailleurs, c'est demander au peuple ce qu'il pense. Donc évidemment, si vous avez moins de 21 ans, vous n'avez jamais de votre vivant connu ce qu'était un référendum, et je vous rassure, moi-même, j'avais 13 ans. Donc j'étais pas en âge de voter à cette époque-là, mais les référendums, c'est comme ça que beaucoup de pays qui fonctionnent justement, notamment en Suisse, qu'ils appellent des votations. On va demander telle dépense publique, qu'est-ce que vous en pensez, tel progrès social, est-ce que vous le voulez ou pas, et tout ce qui s'ensuit. Donc évidemment, mettre en place des référendums, notamment sur la réduction du nombre de députés de 577. Pourquoi 577? Alors il me semble que c'était en lien avec le nombre de paroisses à la Révolution française, donc c'est peut-être en lien avec ça. 400, c'est encore trop. Hein. 400, c'est encore beaucoup trop, mais à la rigueur, voilà, on dégage déjà 177 personnes qui sont absolument inutiles.
tranquille. Et pareil pour les sénateurs, dont on parle jamais, parce qu'on parle toujours des députés, mais on parle jamais des sénateurs, passer de 348 à 200. Ça me semble une très bonne idée. Et puis, En fait, ce qu'il faut 200, retenir de ça, c'est que Grok, même si il n'est pas parfaitement libéral, il est quand même beaucoup plus libéral que n'importe quel des candidats à l'élection présidentielle française. Ah mais c'est en France, il serait à l'extrême droite de l'extrême droite, sans aucun problème. Une autre que j'adore, obligation de publication en open data de toutes les subventions publiques supérieures à 10 000 € dans les 48 heures. Pas le temps de magouiller, tu sors la facture, tu la mets en ligne, on crée un site mairie.com, mairie.fr, chaque mairie a 48 heures pour mettre toutes les factures en ligne et chacun peut aller vérifier comment sa mairie a utilisé sa taxe foncière, tu vois. Incroyable. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé à la lecture de ça, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui... C'est même pas imaginable de se dire, est-ce qu'on pourrait demander ça à nos chers élus qui vivent de nos impôts ? En fait, mettre en open data chaque dépense supérieure à 10 000 €. Donc, on parle vraiment des grosses factures et des gros détournements potentiels d'argent. Mais moi, je le ferai au moindre centime. Tu vas faire, je sais pas quoi... Mec, tu sais que ça fait 5 ans que l'association des contribuables demande aux sénateurs leur note de frais, et à chaque fois, les sénateurs répondent non, on n'a pas à partager ça avec vous. Alors qu'ils ont des 8 000 € de notes de frais chacun par mois. C'est constitutionnel en plus, le bon usage de l'argent public et la transparence du bon usage de l'argent public. Ouais, mais ils sont légalement... C'est constitutionnel. Chaque citoyen a le droit de demander des comptes sur l'usage de l'argent public. Et les sénateurs se refusent de partager leurs comptes en ce qui concerne les frais. C'est les planqués, c'est déplanquer les sénateurs. Je crois que c'est la plus belle planque en France, c'est le Sénat. Surtout qu'on n'en parle jamais. Tu vois, ils sont pas aussi publics que les députés LFI ou RN ou peu importe. On n'en parle jamais d'eux. C'est la planque totale. C'est vrai que même médiatiquement, ils sont planqués, quoi. Ah, mais ils sont planqués de... Personne les connaît, tu vois. Tu demandes qui, tu te demandes 20 députés, tu vas me dire oui, il y a les LFistes, il y a les macronistes, machin, on les connaît. Les sénateurs, l'énorme majorité du temps, on les connaît même pas. Les mecs, c'est la planque ultime. C'est absolument incroyable. Et je pense que la planque ultime, simplement pour être très précis, c'est les hauts fonctionnaires. Eux, vraiment... C'est pour ça que Grok, justement, il tacle beaucoup là-dessus. Tu vois, tout à l'heure, on disait de réduire à peine de moitié. Là, le 9, réforme du Conseil économique, social et environnemental. Qu'est-ce qu'ils font ? Personne ne sait exactement ce qu'ils font. Passage de 233 à 50. Donc là, on va vraiment à la tronçonneuse, tu vois. Là, c'est vraiment les personnes qui servent à rien. Personne ne sait à quoi ils servent. Personne ne sait quel est le fruit de leur travail. Donc on passe de 233 à 50. Là, on est vraiment sur l'aphorisme. Les gars, vous le savez aussi bien que moi qu'on est bridé comme pas possible sur toutes ces plateformes publiques et réseaux sociaux. Pour aller beaucoup plus loin, on a créé un Odéon avec mon pote Ben, un ancien de l'antenne GIGN de La Réunion, expatrié au Costa Rica en famille depuis des années. Vous y retrouverez du contenu exclusif, un accès anticipé aux vidéos, très prochainement des groupes de discussion privés où on pourra vous répondre quotidiennement, et bientôt des lives privés exclusifs pour ceux qui soutiennent notre travail. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Merci à ceux qui vont souscrire et on retourne à la vidéo. Il faut rappeler quelque chose d'important, c'est qu'OK, c'est pas parfaitement libéral, mais c'est sur les premiers mois, c'est ça. Là, c'est pour les 6 premiers mois, donc c'est quand même assez incroyable de mettre en place. Et puis il est sympa, hein. Moi je le supprime, le Conseil économique et social. Ouais, mais peut-être que si tu lui demandes sur 6 ans, il supprime un Grok aussi. Après, il doit prendre en compte plein de choses, tu vois. Il dit si jamais tu supprimes le truc, il peut y avoir des révoltes entre guillemets ou quoi que ce soit. Je sais pas s'il le prend en compte, mais en tout cas, ce serait pas trop étonnant. Le 11, qui est absolument génial aussi. Création d'un droit à l'erreur généralisé pour les particuliers et les entreprises face à l'administration. On le sait, aux États-Unis, ils ont tous 3 comptables parce que dès que tu dois faire une déclaration, s'il y en a un qui est faux, tu vas te faire démonter par l'IRS. En France, c'est peut-être pas aussi cash qu'aux États-Unis, mais c'est le cas aussi. Il y a combien de personnes qui ont des services entiers, légal, comptabilité, je sais pas quoi, dans leurs entreprises, qui coûtent 5, 10, 15% de leur chiffre d'affaires, qui ne servent absolument à rien. Si tes factures sont bonnes, t'as pas besoin de les faire revérifier par un commissaire aux comptes et un expert comptable et un machin et un machin. C'est pas des emplois fictifs parce qu'ils sont payés par du privé, mais c'est des emplois qui sont forcés par le gouvernement pour être sûr que tu vas bien payer et déclarer au centime près ce que tu dois à l'administration. Et du coup, les emplois qui sont aussi créés parce que tout le monde cherche forcément à payer moins d'impôts, donc à avoir des fiscalistes, à avoir des personnes qui coûtent une blinde pour chercher à payer moins d'impôts aussi. Donc ça, le 11, je le trouve super intéressant. Il y avait l'audit complet de la Cour des comptes, rendu public sous 90 jours, avec plan de réduction des gaspillages. C'est super vaste, mais voilà, dans tout, comme tu le disais, le Guise, les hauts fonctionnaires, et les commissariats, je sais pas quoi, et le machin, un plan complet, parce que la Cour des comptes, pour le coup, elle fait du bon travail. Sarah Knafo en particulier, qui a bossé pendant quelques années, il y a des dossiers qu'ils ont réussi à sortir, qui devraient être malheureusement bien plus mis en avant et faire des scandales d'État à chaque fois, qui ne le font pas, parce que on n'est pas à ça près. Et puis plus c'est gros, plus ça passe. Mais la Cour des comptes, pour le coup, fait des bonnes choses. C'est juste qu'en fait, tout ce qu'ils arrivent
à trouver comme solution ne sont jamais mises en place. Un autre référendum, le 14, référendum d'initiative partagée assouplie, un seuil abaissé à 500 000 signatures, je crois qu'on est entre soit 1 ou 2 millions aujourd'hui, et en fait, derrière, l'Assemblée nationale n'en a absolument rien à foutre, mais déjà, si 500 000 Français souhaitent qu'il y ait un référendum sur quelque chose, peut-être que ce serait intéressant de le mettre en place. Là, c'est celui qui va le plus nous intéresser. Évidemment, la deuxième partie sur l'économie, la fiscalité et le travail, beaucoup de points, hein, entre 16 et 40. Ça veut dire qu'il a mis vraiment beaucoup de points sur évidemment ça. Baisse immédiate de l'impôt sur les sociétés de 25 à 20%. C'est déjà pas mal dans un premier temps, pour les bénéfices réinvestis en France. Suppression de la CFE. Toutes les personnes qui ont ouvert une auto-entreprise se sont dit, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de payer ce truc de merde? Je bosse de chez moi, sur mon ordi, et je dois payer une cotisation foncière des entreprises. Je bosse de chez moi, paye des impôts sur la maison, soit sur le loyer si je suis locataire, soit sur la résidence principale si je suis propriétaire. Je dois payer des impôts là-dessus dès la première année. Alors il y a des manières de ne pas le payer les premières années, mais t'as une société de moins de 50 salariés, souvent en télétravail, et tu dois payer une putain de cotisation qui sert absolument à rien. Seul, hein. D'ailleurs, petit tips important pour ceux qui ouvrent leur société ou quoi, quand vous utilisez votre chez vous en tant que bureau et que vous déclarez la CFE et que votre siège social c'est votre foyer, mettez sur le formulaire de déclaration de CFE, mettez 9 mètres carrés. Ne mettez pas. Souvent, en fait, il y en a qui mettent la surface totale de leur chez eux. Et en fait, la CFE est calculée sur la surface du bureau et après sur d'autres choses, hein, comme la masse salariale et le chiffre d'affaires. Mais essentiellement sur la surface, il faut vraiment mettre la plus petite surface, en fait. Il ne faut pas mettre toute la surface de chez vous. Il faut mettre la surface allouée à votre travail. Donc, vous mettez 9 mètres carrés qui correspond à l'espace d'un bureau. Sinon, vous allez payer plus pour rien. Il y en a beaucoup qui font cette erreur-là. Hein. Très bon conseil à prendre. Le 22, réforme des allocations chômage. Dégressivité accélérée après 6 mois et obligation de formation. On le sait. Hein. Alors, je vais pas être le macroniste il y a juste besoin de traverser la rue pour trouver un travail. Évidemment que c'est plus compliqué que ça. Mais je pense qu'en 6 mois, n'importe quelle personne de bonne volonté peut être serveur, aider un agriculteur ou faire quoi que ce soit. Dégressivité accélérée après 6 mois, si tu avais 1500 balles de chômage, j'allais dire Pôle emploi, de France Travail, qui s'appelle maintenant, hein, parce qu'il faut le renommer tous les 10-15 ans, ANPE, France Travail, machin, tout ça, dégressivité au bout de 6 mois. Alors, évidemment, c'est lié à leur cotisation. Évidemment, c'est de l'argent que l'État leur a volé et qui, dans un sens, ils ont mérité d'avoir. Mais en fait, forcer les gens à être productifs plutôt que passifs, c'est forcément une bonne chose. Le 23, j'aime beaucoup aussi. Lancement d'un grand plan de privatisation partielle, participation minoritaire d'entreprises publiques non stratégiques. Milei, je ne sais pas si vous avez suivi, cette semaine, il a déclaré que Aerolíneas, c'est ça? Donc globalement, la compagnie aérienne publique en Argentine, qui avait fait 15 ans non-stop de déficit, qui avait plus de 400 millions, l'équivalent de 400 millions de dollars de déficit sur 15 ans, était étonnamment bénéficiaire depuis 2 ans. Depuis qu'il a privatisé, ouais. Voilà, il a privatisé. Évidemment, toutes les personnes qui étaient planquées, comme on en parlait, hein, les bagayoko à la SNCF, les autres à la RATP, les trucs à la Poste, toutes ces boîtes. J'ai dit une bêtise. Je veux pas. Il a très exactement. Il a pas totalement privatisé. Il a trouvé un accord en fait, mais il a dégagé une grosse partie des effectifs. C'est devenu beaucoup plus privé dans l'esprit de gestion. Je veux pas dire de bêtises, mais la privatisation est pas totale pour Aéro. Ouais, c'est pas encore. C'est pour ça, hein, tu vois, dans le 23, justement, ils disent privatisation partielle. Ne serait-ce que si déjà, c'est plus les entreprises, parce que nous, on a ce fabuleux phénomène, je sais pas si t'es au courant, Swissguard, mais en France, je crois qu'on est le seul pays du monde à avoir des entreprises privées détenues à 100% par l'État. La SNCF, la RATP, la Poste, ou quoi que ce soit. On n'a pas le droit de dire que ce sont des entreprises publiques, ce sont des entreprises privées détenues à 100% par l'État. Ouais, parce qu'elles sont de droit privé en fait, c'est plus des EPIC, c'est devenu des entreprises de droit privé, mais en vrai c'est un attrape-couillon, ça reste des entreprises publiques en fait. Évidemment, c'est l'idée d'un homme avec une jupe. T'as beau essayer mec, on voit clair. C'est exactement ça. Création d'un fonds souverain français alimenté par les dividendes de participation de l'État. Je sais pas si vous avez vu encore une fois dans les récentes actualités, il y a le fonds souverain norvégien, alors qui est forcément beaucoup alimenté avec les énergies qu'ils ont en abondance là-bas, mais qui a réalisé encore une fois des progrès records et qui vient d'injecter, alors j'ai plus la somme exacte, mais c'est en milliards chez Tesla, tout simplement parce que en fait, par rapport aux cotisations qu'ils récupèrent l'État, ils en prennent une toute petite partie qui est encore beaucoup trop, on va le dire, parce que moi je suis pas spécialement pour que les gens comprennent, c'est qu'au lieu que ce soit des pyramides de Ponzi avec des paiements avec les impôts qui rentrent maintenant pour ceux qui ont cotisé dans le passé, c'est pas parfait parce que c'est l'État qui le gère, c'est pas libéralisé.
société, mais au moins ils font de la capitalisation sur les marchés privés et ils investissent vraiment votre argent pour la faire fructifier, au lieu de simplement être une pyramide de Ponzi comme les retraites en France. Aussi simple que ça. Le 26, assouplissement des 35 heures. On le sait que c'est une des catastrophes avec l'âge de départ à la retraite légal, donc le temps de travail par semaine légal et l'âge de départ à la retraite légal qui sont décidés arbitrairement par l'État, arbitrairement vis-à-vis de combien de personnes vont voter pour nous si on prend cette décision. En fait, se dire, possibilité de monétiser les RTT sans surcharge sociale, parce qu'on le sait, les gens ils veulent pas se faire payer en France, ils veulent à chaque fois décaler ou avoir des avantages qui ne sont pas taxables par l'État. Une très bonne initiative ici. Exonération totale des charges patronales sur les premiers 1,5 SMIC pendant 2 ans pour les embauches nettes. Moi, je mets mon veto là-dessus. C'est une trappe à bas salaire et au turnover. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas embaucher des gens pas chers, tu vas les garder 2 ans, tu vas les virer. Il faut juste raboter toutes les charges et laisser les mêmes charges à tout le monde. Du flat, sur les charges. Ça, on est d'accord. En l'occurrence, c'est une des choses qui a été mise en place également par Milei, parce qu'à chaque fois, les gauchistes vont nous dire ah là là, mais si on dégage 6 millions de fonctionnaires sur les 8 millions qu'on a aujourd'hui, comment ils vont faire? En fait, ils vont faire comme tout le monde, se trouver un vrai travail dans le privé. Et en fait, ça peut faciliter. Je pense que c'est dans cette idée que Grok l'a mis à ce moment-là, de se dire en fait, il y aura des millions de fonctionnaires qui vont se retrouver sur le marché du travail. Et donc, forcément, pour inciter les employeurs à employer ces personnes-là qui sont sous-qualifiées, inefficaces, qui n'ont pas travaillé depuis 5 ans, 10 ans, 50 ans pour ça. Ah, mais il faut juste dégager les charges. Tu vois, aujourd'hui, on paie des charges folles sur le coût de l'emploi en France est le plus élevé du monde. Si on prend en compte un peu tous les prélèvements annexes liés à la masse salariale, il faut juste tout raboter en fait. Tu rabotes tout et il y a plus besoin d'incitation en mode des niches à la con qui disent on réduit les charges, ceci, les exonérations, cela. Non, on dégage tout et on met juste 15-20% de charges à tout péter, vraiment à tout péter, sur tous les salaires là même. Voilà. Et là, tu vas voir que le chômage, il va baisser parce qu'il est monté à 8% là. Il va baisser de 8 à 2% en 2 trimestres. Oui, plus comme tu disais, comme on le disait juste avant sur le dégressif des cotisations. Si au bout de 6 mois, tu touchais 1500 balles à rien branler chez toi et que demain tu passes de 1500 à 700, et 700, les gens ils vont se dire ah non, maintenant c'est plus rentable d'aller bosser, même si je bosse pour 1300 ou 1500 ou 2000, peu importe. Mais dans l'idée, c'est comme ça. Suppression de la taxe sur les transactions financières, Tobin, qui pénalise la place de Paris. Voilà, encore une fois, dans toutes ces choses-là qui ne servent absolument à rien, en République socialiste du Frankistan, toutes ces choses qui servent à rien, forcément, faut les dégager le plus vite possible. Création de zones franches numériques dans les villes moyennes avec fiscalité allégée pendant 10 ans. Il y a beaucoup de points qui sont notés justement un petit peu après également, qui vont dans ce sens-là sur le fait de relancer l'économie par des nouvelles technologies, par l'IA et tout ce qui s'ensuit. Ça peut être quelque chose, encore une fois, d'assez intéressant. De toute façon, à partir du moment où on parle de fiscalité allégée, c'est intéressant, ou de fiscalité supprimée dans l'idéal. Et ce qu'on préférerait évidemment, c'est que ce soit pas des mesures temporaires, mais que ce soit des mesures de dire à partir d'aujourd'hui, on ne taxe plus ce truc-là. Mais c'est une bonne idée qui peut être mise en place par Grok. Encore une fois, je suis pas d'accord avec tous les points et on n'a pas le temps de tous les voir. Mais je pense qu'en fait, on est loin d'être dans le libéralisme parfait, évidemment. Mais s'il arrive à faire ça en 6 mois, ce sera plus que ce que Milei a réussi à faire en 6 mois, en tout cas. Sur une ligne directrice inverse de tout ce que proposent les partis politiques français aujourd'hui. Je sais pas si ce serait du jamais vu dans l'histoire de l'humanité, parce que je pense qu'il y a des présidents aphoristes qui ont fait des choses sympas à Singapour, notamment, et à d'autres endroits. Mais je pense que le président qui met ça en place et qui arrive dans la pratique à le mettre en place, ce serait quand même assez incroyable. Réforme des retraites complémentaires pour les rendre plus transparentes et individualisées. Il a mis quoi? Compte notionnel. On le sait, aujourd'hui, les gauchistes, les retraités, bon, les gauchistes, c'est à peu près la même chose. Les socialistes, en tout cas, parce que forcément, ils tiennent à leurs acquis sociaux et ils ont cotisé pour ça. On le sait que là, ils sont en train de commencer à gueuler parce que l'État est en train de se dire est-ce que on indexerait plus sur l'inflation les retraites qui dépassent, je crois, 3 000 euros par mois. Enfin, ils hésitent entre 2 000 et 3 000 euros par mois. Donc, globalement, ceux qui se gavent du système des retraites publiques, est-ce qu'on les désindexerait pas sur l'inflation? Parce que, en fait, les personnes qui cotisent, eux, leurs salaires ne sont pas indexés sur l'inflation. Donc, en fait, année après année, à indexer les retraites sur l'inflation, forcément, on crée un gap encore plus énorme entre les non productifs à la retraite et les productifs aujourd'hui qui ont leur cotisation qui explose chaque année un petit peu plus. Donc, forcément, ce serait c'est un problème évident d'une pyramide de Ponzi. C'est clair. Je veux dire, le problème de base, c'est que c'est une pyramide de Ponzi. Ensuite, on peut essayer de faire les choses mieux dans le mal, mais ça reste une pyramide de Ponzi. 33.
Alors, interdiction des subventions publiques aux entreprises qui délocalisent massivement hors UE. Alors, c'est vrai qu'on pourrait s'arrêter à interdiction des subventions publiques aux entreprises, certes, mais qui délocalisent massivement en dehors de l'UE. Encore une fois, il y aurait une jauge à trouver. Est-ce qu'ils ont délocalisé plus de tant de pourcents ou je ne sais quoi, peu importe, ou l'impact sur la fiscalité ou du chiffre d'affaires. Mais voilà, ce serait une très bonne chose, évidemment, à mettre en place, parce que les gauchistes le problème, c'est que tu vois, milliards de subventions aux entreprises. Je pense que c'est bien de réduire la subvention aux entreprises, mais déterminer ça dépendamment des localisations ou des endroits où elles sont le plus ou moins productifs, c'est pas forcément la meilleure chose à faire selon moi. Il faudrait avoir d'autres critères si on veut aller dans une réduction partielle des subventions publiques aux entreprises. Oui, non, évidemment, il y aurait plein d'autres solutions, mais je trouve que c'est des pistes qui sont intéressantes. Et si parce qu'en gros, là, avec ça, tu subventionnes plus les entreprises qui sont les moins performantes. Encore une fois, c'est absolument pas parfait, c'est des idées, des pistes qui seraient moins pires que ce qu'on a actuellement. Exactement, ouais. Celle-ci, on en parle assez souvent, et je crois que c'est surtout Sarah Knafo qui en parle. Suppression pure et simple de la contribution à l'audiovisuel public, déjà intégrée, et mise en concurrence. On le sait, dans les problèmes qu'on a, on parlait sur beaucoup de l'éducation nationale tout à l'heure, mais évidemment que les médias subventionnés, c'est catastrophique, c'est eux qui jouent encore beaucoup, surtout sur les plus âgés, ceux qui regardent la télé, ceux qui lisent les torchons subventionnés, tout ce qui s'ensuit. Je pense que évidemment ce serait une bonne chose, et qu'il n'ait plus d'argent, donc ils vivent de leur création. Si les gens ne croient plus, si les gens ne veulent pas vous lire, ils vous achètent pas et vous allez crever. Aussi simple que ça. Et ça pourrait mettre justement en place une concurrence avec des nouveaux médias qui émergeraient, qui seraient plus libéraux économiques, qui seraient plus intéressants, qui feraient des choses différenciantes, tout simplement, de manière générale. Il n'y aurait pas le lavage des cerveaux de la République, de l'État, qui utilise les médias pour transmettre les valeurs, les actualités, les choses qu'ils ont envie de transmettre. À partir du moment où tu as des médias, t'enlèves les médias subventionnés qui sont gauchistes, tu as plus d'argent disponible sur le marché des médias pour que les gens aillent vers financer des médias libéraux ou de droite. Par exemple, un youtubeur comme moi, un créateur de contenu comme moi, si tous mes abonnés qui apprécient ce que je fais n'étaient pas extorqués par la République française pour en partie aller subventionner les youtubeurs gauchistes à coût de centaines de milliers d'euros chacun par an, ils auraient probablement plus d'argent pour venir soutenir les créateurs comme moi. Je crois qu'on nous prend entre 200 et 300 balles par an pour cette fameuse contribution audiovisuelle, machin. Alors, je crois qu'il parle d'un peu tous les prélèvements cumulés, en fait. Oui, exactement. Mais si on parle ne serait-ce que de ça, il y en a beaucoup plus évidemment, mais ne parlons que de ça, qui va notamment dans le CSA, mais notamment dans les subventions de YouTube gauchiste. Que je dise pas de bêtises, mais je crois que Macron l'a supprimé, la redevance. Oui, mais en fait, elle est intégrée dans d'autres choses. C'est pour ça qu'il met entre parenthèses déjà intégrée, parce qu'en fait, elle est plus prise en compte. En fait, le problème était simple, c'est que il y a beaucoup de gens qui ça a changé de nom et ça a été mis dans un autre. Oui, ouais. En fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont. Imaginez si vous aviez chacun 400 € au milieu de tous les prélèvements à la con qu'on vous fait dans tous les sens. Mais concentrons-nous uniquement sur celui-ci. Imaginez-vous si vous aviez 400 € à donner aux créateurs que vous appréciez et qui partagent vos valeurs, au lieu que ce soit donné à des créateurs gauchistes qui vont laver le cerveau de vos enfants. Mais enfin, chacun. Comment on pourrait se foutre de la gueule d'Usu là après? Il existerait pas, c'est vrai. Là, on va faire comment? Les enfants vont réfléchir par eux-mêmes. Il faut pas que ça arrive. Ou ils auraient accès à des contenus qui ne seraient pas, qui seraient réellement des contre-pouvoirs, comme l'ont été par le passé des médias, et qui ne le sont plus du tout aujourd'hui. Ils sont tous d'accord sur et c'est justement ce que je voulais dire. Si l'État ne vous prenait plus 300 balles par an, vous pourriez vous abonner au Patreon du Guise, vous pourriez vous abonner à des médias qui iraient dans votre sens idéologique et tout ce qui s'ensuit. Mais sauf qu'aujourd'hui, effectivement, en fait, ce qui s'est passé, comme à chaque fois, quand un socialiste dit on va supprimer tel impôt, telle taxe, telle subvention, telle cotisation ou quoi que ce soit, il la supprime parce qu'en fait, le problème de celle-ci, c'est qu'elle était déclarative. Au moment de ton paiement annuel, tu devais déclarer est-ce que tu as une télé ou pas, et ça te rajoutait justement le montant de la cotisation. Les gens ont de moins en moins de télé à la maison parce qu'ils s'informent de plus en plus sur les écrans de leur ordi ou du téléphone. Et ils se sont dit, est-ce qu'on rajoute une nouvelle case en disant je n'ai pas de télé mais je m'informe sur l'ordi, et donc dans ce cas-là je vais faire une contribution qui soit sur l'ordi également, sauf qu'en fait les gens n'ont pas dû la déclarer, donc forcément il y a une baisse des recettes de l'État par rapport à ça, donc ils ont supprimé cette contribution et ils l'ont rajoutée dans l'assiette globale parce que c'est toujours comme ça que ça fonctionne, on le sait, l'impôt foncier, la taxe foncière, etc. À chaque fois c'est des bidouilles pour que vous payiez toujours plus, mais que vous ayez l'impression qu'il y a des trucs qui ont disparu, soit on les renomme, soit on les fonde dans un truc parce qu'au final la seule chose qui compte c'est le pourcentage de dépenses publiques par rapport au PIB qui ne fait qu'augmenter. Au final il y a les impôts qui font qu'augmenter forcément, que ce soit sous forme de dette, de création monétaire ou d'impôts directs. Ne croyez pas un président qui vous dit qu'il réduit les impôts alors qu'en parallèle les dépenses publiques continuent à augmenter fortement. C'est une absurdité totale. C'est Milton Friedman qui disait que l'important c'est pas les prélèvements, c'est important, mais le chiffre le plus important c'est la dépense.
Parce que c'est la dépense qui est représentative réellement du vol que vous fait l'État, parce que c'est forcément financé avec votre création de richesse, sachant que l'État ne crée aucune richesse. Ouais, c'est aussi simple que ça. On n'aurait pas besoin de l'expliquer normalement, mais effectivement, on est tellement arrivé dans un niveau de social-communisme catastrophique qu'il faudrait expliquer des bases, Ouais. quoi. C'est vraiment aussi simple que ça. Alors, si tu veux descendre, on va terminer, je pense. Allez, avec on en fait les- quoi? On en fait une ou deux et on termine? Ouais, on va faire comme ça, parce que jusqu'à 50, j'en ai quelques-unes qui sont intéressantes. Je te propose que celles-ci, on les laisse pour les personnes qui veulent se renseigner, donc à partir de 40 et plus. Cette analyse qui nous dit la 40 MDR. Lancement Elle a d'un grand raison, emprunt hein. national, progrès à taux préférentiel pour financer R&D. Oui, c'est l'étatisme, malheureusement, mais Voilà, encore une c'est fois, pour on n'est pas dans un truc parfait, hein. On est dans un truc qui est beaucoup plus libéral que n'importe quel candidat à la présidentielle française Vas-y, aujourd'hui. C'est ça le point important. poursuis la conversation avec Grok là. Tu lui dis tout ça, c'est très gay. Tu peux pas nous faire un truc en 10 points ultra libéraux Alors, s'il te plaît attends, on fait encore 2 points, et si tu veux, après, on lui pose la question. Moi, c'était le 37 et le 38 qui me restaient, et puis après, on va pouvoir s'amuser avec Grog, voir ce qu'il en pense, etc. Après, il va falloir y aller, les gars. Vas-y, remonte juste au 37, on fait 37-38, et on est bon. De toute façon, c'est ceux qui nous intéressent le plus, nous, hein, c'est économie, impôts et tout ce qui s'ensuit. Et donc là, il y avait création d'un statut d'auto-entrepreneur 2.0 sans plafond de chiffre d'affaires pendant 3 ans. Hein, on le sait, malheureusement, quand tu réussis en tant qu'auto-entrepreneur, tu es obligé de passer vite fait en SAS, SARL ou peu importe. Donc là, c'est intéressant justement de se dire, on conserve le statut d'auto-entrepreneur pendant 3 ans. Bon, pourquoi 3 ans, je sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Et celui-ci, dont on parlait tout à l'heure avec le guise notamment, les fameux hauts fonctionnaires, le 38, gèle des salaires des hauts fonctionnaires pendant 2 ans et indexation sur la productivité. Ça, encore une fois, on en revient un petit peu à ce qu'a mis en place Milei, on en parlait la semaine dernière, de se dire, si vous, à qui nous confions notre argent, une partie du fruit de notre travail, vous en faites de la merde, vous n'avez aucune raison d'être payé pour ça. Vous n'êtes pas skin in the game, hein, comme le dit Nassim Nicolas Taleb. Vous n'avez pas d'incitatif à bien utiliser l'argent et à ce que les services publics soient fonctionnels. Là, c'est une petite idée, hein, le fameux gel de salaire des hauts fonctionnaires. Bon, déjà, on en aura dégagé 70% ou 80%, les hauts fonctionnaires, évidemment, qui ne servent absolument à rien. Et même sur ceux qui resteraient après ces fameuses décisions, pendant gel leur salaire et indexation sur la productivité. Je trouve que c'est voilà, des idées qui sont intéressantes. Encore une fois, c'est évident qu'on n'a pas le temps de faire les 100 ici, mais allez regarder. On vous mettra le lien dans le chat ou peu importe, vous allez nous demander en message privé, je ne sais où. Je trouve que c'est des idées intéressantes et que voilà, vous irez regarder entre 41 et 100 tout ce que Grok en pense. De toute façon, oubliez LFI, oubliez RN, ça c'est du passé. Votez pour le parti Grok. Votez pour Nicolas Alphonse, il est encore plus libéral que Grok. Ne Encore votez plus pas, expéri- la démocratie c'est un truc de fils de pute. Merci beaucoup Oh, les merci. gars. Est-ce que tu avais un dernier mot peut-être, Swissguard, que tu avais envie de dire? Et écoutez, ne lésinez pas sur le temps d'étude, ok? Oubliez justement tous les médias subventionnés, oubliez l'hégémonie du mensonge, oubliez tout ça. Étudiez par vous-même, prenez le temps. Le propre de l'homme, c'est d'être un philosophe roi dans sa maison. Vous devez étudier, acheter des livres, écouter des bons podcasts, écoutez, justement, je pense que ça, c'est un excellent podcast. Renseignez-vous ailleurs de ce que vous dit le gouvernement. De toute façon, dès qu'un gouvernement vous dit qu'un homme peut devenir une femme et qu'on doit tuer nos enfants, normalement, ça devrait le décrédibiliser dans tout ce qu'il dit. Donc, voilà, étudiez ailleurs. Magnifique conclusion. Merci mec, merci infiniment Amen. à vous les gars et à tout le chat. À bientôt. Ciao. Bonne soirée Ciao à tout le monde. tous. Dites-moi en commentaire quelle est la première mesure que vous mettriez en place en étant au pouvoir. Pour rappel, le lien du Odéon se trouve en commentaire épinglé et en description. Un énorme merci à ceux qui soutiennent notre travail. Et on se dit à très vite. Ciao!